La construction européenne ne peut absolument pas se comprendre intellectuellement si on ne la replace pas dans son contexte historique. Elle est le fruit de l'imagination et de la volonté de gens qui se sont dit « les passions démocratiques conduisent à la guerre et peuvent conduire au totalitarisme ». Et donc il faut neutraliser les passions populaires. Appelons un chat, il faut neutraliser la démocratie elle-même, il faut neutraliser la vox populi. Il ne faut plus que ces imbéciles de pauvres puissent décider des choses tout seuls. Il faut que maintenant il y ait des grandes personnes qui les mettent sous tutelle et sous curatelle. Je ne sais pas comment on peut être européen et démocrate. Comment on peut être démocrate, croire à la démocratie et être européen et se regarder dans le visage. Ça paraît complètement stupéfiant. C'est comme si vous faisiez partie d'un mouvement qui s'appelle Nazisme et Dialogue, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est complètement absurde. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour. Merci de venir ici pour l'interview. Merci de m'inviter. Vous êtes politologue, essayiste et chroniqueur à la télévision et à la radio. On peut vous voir notamment sur CNews, BFM TV et Sud Radio. De formation, vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez été engagé en politique. Vous avez été conseiller de Charles Pasqua et soutien de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une école supérieure de commerce implantée à Paris, Nice, Pékin, Abidjan et Los Angeles, donc à rayonnement international. On vous considère comme un observateur attentif de la vie politique nationale et de la géopolitique. Et vous avez rédigé sur ces sujets plusieurs ouvrages, dont par exemple Les 7 scénarios de l'Apocalypse, Toute l'histoire du monde, ou encore Le jour où la France tremblera, et dernièrement Populophobie, qui se rattache plus spécifiquement à notre sujet de ce soir. C'est vrai. Vous venez ici dans le cadre de la pétition référendum-ue.org que vous avez signée. Vous avez été l'un des premiers à la soutenir. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à la signer ? La raison, c'est que si les gens qui nous écoutent ont des drapeaux européens chez eux, il faut qu'ils les gardent précieusement, parce que les broconteurs les achèteront dans quelques années. En fait, ça fait partie de ces réalités qui nous paraissent incontestables, et puis d'un seul coup, elles s'écroulent. Enfin, il y a des raisons qui tiennent à l'affectif, parce qu'il n'y a pas d'adhésion affective à l'Union européenne. Personne n'ira mourir pour la zone euro. Mais il y a d'autres raisons qui sont presque des raisons mathématiques, des raisons... Enfin, ça apparaît quand même quand on prend un peu de recul et quand on se nettoie de cette croyance, parce que c'est quand même une croyance en réalité, quand on regarde les choses vraiment froidement, ça n'a aucune chance de durer. Donc moi, ça me paraît quand même assez simple. C'est comme si on parlait, je ne sais pas, de l'Algérie française à la fin des années 50. Alors évidemment, on a l'impression que voilà, la France et l'Algérie, et tout le monde croit à cette illusion. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Je crois qu'il en va de même pour l'Union européenne. C'est la même chose. Vous avez déclaré récemment à l'antenne de Sud Radio « Les traités condamnent l'Europe à la mort ». Pouvez-vous développer ? Le point clé, c'est que là, pour l'instant, dans le dispositif européen tel qu'il est, il n'y a pas de monétisation possible de la dette. Pourtant, je répète, mathématiquement et même réellement, dans la vraie vie, en fait, il ne pourrait y avoir que cette issue. Mais on est d'accord. Et elle est interdite par les traités. Tu es un Européen convaincu. Non, je lis les traités et je vois que les traités condamnent l'Europe à la mort. En fait, c'est-à-dire que paradoxalement, c'est le fait que l'Europe, on parle bien de l'Union européenne, ait été trop loin dans l'imitation d'un État et dans la sécrétion d'organes et de mécanismes de décision qui jouent aux États, en fait. Le processus ayant été, ne pouvant pas, de toute façon, on reviendra sûrement là sur cette question, mais aller jusqu'à son terme, en tout cas ayant été stoppé, et notamment par le référendum sur le traité constitutionnel européen, finalement, on s'est arrêté à mi-chemin. Donc si on n'avait pas franchi ces étapes, et notamment je pense à la monnaie, si on n'avait pas franchi ces étapes, peut-être que ça pourrait subsister comme une organisation internationale, parce que c'est techniquement ce que c'est en fait, c'est une organisation internationale comme l'Union postale universelle, l'Association d'aviation internationale, les Nations Unies, enfin il y a beaucoup d'organisations internationales. L'Union européenne, c'est techniquement une organisation internationale qui permet à des États de coopérer, etc. Le problème, c'est que cette organisation internationale s'est mise en tête de fabriquer un État sans peuple, un État sans histoire, donc un État sans avenir, un État sans affectio societatis, et c'est surtout doté d'une monnaie et
a enclenché des processus qui sont un peu irréversibles sur le plan économique et sur le plan juridique. En fait, le mécanisme, c'est qu'on s'est attachés les uns aux autres et on s'est livré pieds et poings liés à la concurrence internationale de prédateurs économiques qui sont par exemple la Chine, c'est le principal. Et donc maintenant, c'est un mécanisme qu'on pourra très difficilement changer de l'intérieur. Donc je pense qu'effectivement, ça va exploser. Voilà, donc en réalité, est-ce qu'il restera quelque chose d'une volonté entre les États de coopérer? On verra bien. Mais en tout cas, il me semble que le mécanisme crée des tensions extrêmement fortes, extrêmement vigoureuses. Et la plus importante est celle que crée la combinaison, disons, assez redoutable entre une monnaie unique d'un côté et puis un libre-échange intégral rendu, disons, imposé par des traités. Et le mécanisme, c'est que les États n'ont pas tous les mêmes intérêts, mais qui se sont ligotés les uns aux autres et ils se sont en quelque sorte neutralisés. Il y a un paradoxe en sciences économiques qui est assez connu, le paradoxe de Nash, en fait, où finalement les acteurs peuvent avoir intérêt à faire quelque chose, mais le fait qu'ils soient ensemble les neutralise en quelque sorte et ils ne peuvent pas atteindre leur objectif individuel. Alors, ça, c'est le paradoxe de Nash, c'est très simple, c'est qu'il y a des gars qui sont en train de prendre une bière dans un bar, il y a une fille magnifique qui arrive dans le bar. Et donc, chacun d'entre eux a envie d'aller voir la fille, mais comme il sait que les autres, eux aussi, ont envie d'avoir la fille, finalement, personne ne va voir la fille. Bon, ben là, c'est pareil, chacun aurait envie, finalement, d'influencer l'Union européenne de l'intérieur pour servir ses intérêts, mais en réalité, tout le monde est neutralisé par un effet juridique des traités, mais par le fait que l'un empêche l'autre de bouger en quelque sorte. Alors on peut dire, et beaucoup d'observateurs le disent, ce n'est pas moi qui invente ça, tout le monde le voit de toute façon, c'est que le mécanisme tel qu'il est bloqué aujourd'hui, figé aujourd'hui, avec l'euro et avec cette espèce de libre-échange quasiment intégral, est à l'avantage de nations, disons, très productives, très exportatrices, l'Allemagne en tête, mais on peut citer aussi les Pays-Bas et quelques pays qui arrivent à avoir une balance commerciale excédentaire et qui bénéficient d'une monnaie qui, de ce fait, est plutôt plus avantageuse que la monnaie qu'ils récupéreraient si le dispositif explosait. Donc, quand on est assez costaud ou quand dans sa structure de production, on peut écouler pas mal de produits sur le marché chinois, et que c'est un calcul avantageux et que par ailleurs on aurait une monnaie plus forte que l'euro, on a effectivement, pour le coup, le système est à votre avantage en quelque sorte. Mais je pense que même l'Allemagne, qui pourtant tire avantage du dispositif, est elle-même piégée en fait par un mécanisme. Et on l'a vu pendant la crise, pendant la pandémie. C'est-à-dire pendant la pandémie, la Banque Centrale Européenne s'est mise à racheter de la dette, sinon le système allait exploser. Et en réalité, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a dit attendez, stop, il faut protéger la valeur de l'épargne des Allemands. Là, vous êtes en train de dégrader la valeur de l'épargne des Allemands. Ça ne va pas. Donc vous voyez, il y a un mécanisme qui fait qu'il y a une espèce de fuite en avant et de neutralisation qui, de toute façon, est impossible, à mon avis, ne pourra pas tenir à très long terme. Venons-en au plan dit de relance. Charles-Henri Gallois affirme dans une précédente interview que ce plan de relance sera le prochain fiasco de l'Union européenne, que cet emprunt va nous coûter très cher, à savoir 40 milliards d'euros en net. Partagez-vous ce constat ? Je pense que ce n'est pas une trop mauvaise idée d'emprunter parce que les taux sont extrêmement bas, mais effectivement on peut se demander pourquoi emprunter ensemble alors qu'on peut, aux mêmes conditions, emprunter seul. Donc ça c'est vraiment de la pure idéologie. D'une part. Ensuite, je pense que le problème de cet emprunt en commun, c'est qu'effectivement, là, c'est même raisonnement, ça nous entraîne vers une solidarité de remboursement. Et en fait, au-delà de l'emprunt, c'est la principale critique qu'on peut adresser à ce dispositif, c'est qu'on a emprunté, on va bénéficier de 40 milliards, mais en fait, on va cautionner un emprunt qui est près du double, en fait. Puisque je pense que la clé de répartition de caution de l'emprunt, c'est la contribution, en proportion de la contribution de chaque pays au budget européen. Donc en fait, nous, on va avoir, en réalité, chaque pays va emprunter une part de l'emprunt global qui correspond à sa contribution au budget européen, mais ne va pas recevoir une part qui est proportionnelle à sa contribution au budget européen, mais proportionnelle aux besoins qui ont été créés par la pandémie. Et donc,
ce mécanisme va faire en sorte que nous, on va à peu près cautionner 80 milliards, et alors qu'on va recevoir 40 milliards. Donc rien que ça, c'est déjà une hérésie. Ensuite, c'était, ça nous a été vendu par les européistes comme étant la preuve qu'en fait, il y avait enfin une relance européenne et qu'enfin, on allait bénéficier de l'effet de masse ou de l'effet de taille qui permettait de faire de la relance dans une économie ouverte, disons. En fait, ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas de la création monétaire et ce n'est pas de l'arme budgétaire en réalité. Donc, si vous voulez, si c'était de l'arme budgétaire, autrement dit, c'était la contribution, enfin la contrepartie de l'impôt ou de la création de monnaie qui était redistribuée sous une forme de relance, on aurait véritablement un mécanisme, disons, de solidarité entre les pays européens. C'est-à-dire qu'en France, il y a une nation, donc un affectio societatis, une solidarité morale et même affective, on peut dire, entre tous les Français. Et donc, si une partie du territoire, je dis par exemple, si la Réunion est touchée par un tsunami et que ça crée des dégâts à la Réunion, tous les Français, tous les contributeurs français, tous les gens qui payent des impôts en France ne verront pas de problème à ce que, disons, l'argent soit envoyé à la Réunion pour réparer les dégâts. Parce que nous sommes un seul peuple, une seule nation, et que ça crée une solidarité. Donc c'est important parce que cette espèce de transmutation dans la nation, ça veut dire que non seulement on est d'accord pour être solidaires les uns à l'égard des autres, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une unité. Là, dans le mécanisme qui nous est proposé, on voit bien que ce n'est pas les plus riches, d'une certaine façon, qui vont aider les plus pauvres. C'est les plus riches consentent éventuellement à cautionner l'emprunt des plus pauvres et on va emprunter ensemble. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous me l'accorderez. Alors, ce n'est pas la même chose. De toute façon, ça, c'est le mécanisme dit de relance. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une relance, de toute façon, parce que une relance, c'est fait pour financer, disons, de l'investissement ou c'est fait pour augmenter, enfin, stimuler la demande, et que la relance, ce qu'on nous vend comme une relance, non seulement on n'est pas financé par l'impôt, non seulement on n'est pas financé par la création de monnaie, mais surtout, c'est fait pour boucher des trous qui ont été créés par les décisions prises pendant la crise sanitaire. Donc, non seulement il faut boucher ces trous, et pour boucher ces trous, on démarre déjà, alors on va juste boucher les trous, on va juste revenir sur la ligne de départ quand tout ça sera fini, j'espère, et en plus, on sait qu'on va avoir un fardeau correspondant à l'emprunt pour boucher ces trous. Mais mieux encore, grâce à l'Europe, on n'aura pas seulement 40 millions de fardeaux, mais on aura 80 milliards de fardeaux. Enfin, en tout cas, si d'aventure les autres ne pouvaient pas rembourser. Pardon, la réponse était un peu longue, mais je pense que ça nous entraîne dans un mécanisme de solidarité. Et le plus grave là-dedans, c'est toujours la même chose avec l'Union européenne, et c'est le principal, enfin le péché originel, c'est que ça n'est pas fait avec le consentement du peuple, bien sûr. L'impôt, la création monétaire, etc., c'est normalement en démocratie décidé par des autorités qui ensuite doivent rendre des comptes devant la population. Là, finalement, et c'est tout le problème de l'Union européenne, enfin, c'est le problème qui, de toute façon, de principe, qui devrait faire qu'on n'aurait pas pu mettre un doigt normalement dans cet engrenage si on avait respecté nos propres principes, qui sont des principes de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va élire des gens, et ces gens vont se mettre d'accord avec d'autres gens, qui eux-mêmes, effectivement, sont élus, pour décider des choses en commun. Mais le problème, c'est que les décisions qu'ils vont prendre en commun, ils ne vont pas en rendre compte à chaque peuple. Donc on n'a plus une relation simple entre un peuple et des dirigeants et des dirigés. On a des dirigeants, des dirigés, des dirigeants et des dirigeants qui vont décider ensemble, en quelque sorte, au nom d'un autre intérêt commun, qui n'est plus l'intérêt des pays, qui n'est donc plus une démocratie, qu'une espèce de représentation, disons, une sorte de dictature éclairée qu'ils appellent l'Europe. Enfin, pour eux, c'est la meilleure chose possible, pour toutes sortes de raisons qu'on connaît bien, des questions de taille, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça, de toute façon déjà, je ne sais pas comment on peut être européen et démocrate. Comment on peut être démocrate, croire à la démocratie, et être européen et se regarder dans une glace. Enfin, ça paraît complètement stupéfiant. C'est comme si vous faisiez partie d'un mouvement qui s'appelle Nazisme et Dialogue, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est complètement absurde. Nous sommes donc en présence d'un mécanisme dissimulé sur lequel les peuples n'ont pas de prise ? Oui, je crois que votre expression de mécanisme dissimulé est très juste, parce qu'il y a justement une méfiance structurelle à l'égard des peuples. Je pense que la construction européenne ne peut absolument pas se comprendre intellectuellement si on ne la replace pas dans son contexte historique. Elle est le fruit de l'imagination et de la volonté de gens qui se sont dit
les passions populaires, les passions démocratiques conduisent à la guerre et peuvent conduire au totalitarisme. Et donc il faut neutraliser les passions populaires. Appelons un chat, il faut neutraliser la démocratie elle-même, il faut neutraliser la vox populi. Il ne faut plus que ces imbéciles de pauvres puissent décider des choses tout seuls. Il faut que maintenant il y ait des grandes personnes qui les mettent sous tutelle et sous curatelle. C'est comme les petits vieux, si vous voulez, sous tutelle ou sous curatelle. Ils n'ont plus toute leur tête, donc ils n'ont plus qu'une partie de leur champ d'action. Leur compte, par exemple, quand une personne âgée est mise sous curatelle, elle ne fait plus ses comptes. Il y a un juge qui décide, et puis il y a quelqu'un qui est le tuteur ou le curateur, et qui fait ses comptes, par exemple. Elle ne peut plus utiliser ses moyens de paiement. Mais c'est une analogie très juste, parce que l'Union européenne, c'est vous n'avez plus de fric, vous n'avez plus de monnaie, vous n'avez plus de budget non plus, et de toute façon, l'essentiel de la politique économique et sociale vous est dicté par les traités. Donc vous êtes mis sous curatelle. C'est un mécanisme, en fait, de mise sous curatelle des démocraties et des peuples européens. Alors, si on faisait de la philosophie politique, si on essaie de comprendre le moment historique qu'on vit, on se rend compte que ce n'est pas le seul mécanisme qui explique une forme de suicide un peu des peuples européens. Je pense que les hommes européens, j'utilise ce terme au sens générique d'hommes et de femmes, les Européens, disons, du début du XXIe siècle, s'en veulent d'avoir inventé la modernité, s'en veulent d'avoir créé la science, les technologies, la globalisation, d'avoir découvert tous les continents et d'avoir fabriqué cette civilisation, à nul autre pareil. Ils s'en veulent et maintenant, probablement, veulent-ils se suicider. Et l'Union européenne, c'est un mécanisme de suicide en réalité démocratique et politique. Quelles seraient les conséquences de ce plan pour la société française déjà bien fracturée ? Ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Si on est pessimiste, on peut dire finalement les Français en tant que peuple sont fatigués de se prolonger en tant que, disons, en tant que personne morale, on pourrait dire ça comme ça. Personne morale, c'est un concept juridique, mais derrière ce concept juridique, il y a quand même la volonté d'un peuple. C'est pas si simple d'appréhender ce que c'est qu'un peuple finalement. Il y a une définition juridique, mais un peuple, voilà, on peut penser que le peuple français préexistait à cette définition juridique un peu canonique par la Révolution française et ensuite par les constitutions qu'on a connues. Il y a la constitution du peuple, quoi, l'article 3 et tout ça. C'est assez complexe à appréhender comme notion, mais disons qu'on sent bien qu'il y a une espèce de personne morale qu'on appelle la France. Et est-ce que cette personne morale, après tout, c'est comme une personne physique, elle peut mourir aussi un jour, est-ce qu'elle a toujours envie de vivre ? Bon alors, évidemment, si on est pessimiste, on dit qu'elle n'a plus envie de vivre et que c'est un de ses symptômes, un des symptômes de sa sénescence ou de son déclin, de vouloir s'être aliéné ou minoré à travers la construction européenne. Et donc, finalement, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on est dans un entre-deux. Il y a une façade toujours de démocratie et une partie d'ailleurs des pouvoirs qui restent dans la sphère nationale et dans la sphère démocratique, une autre partie qui ont déjà été transférées et on est dans un entre-deux extrêmement inconfortable et que finalement, sans doute certaines de nos classes dirigeantes, certains membres des classes dirigeantes françaises pensent ça, il faut aller au bout du dispositif, donc basculer dans quelque chose qui est une sorte de post-démocratie. Et dans ce cas, voilà, les gens s'habitueront à ce qu'il pourrait toujours y avoir des élections d'ailleurs, de façade, mais en fait, vous pourrez changer de politicien, vous ne pouvez pas vraiment changer de politique. De toute façon, c'est déjà une impression, c'est plus qu'une impression, c'est même quasiment une vérification depuis longtemps. Et donc, c'est l'option pessimiste, c'est-à-dire que ce processus va aller jusqu'à son terme et que la France, en tant que nation, va finalement se dissoudre, et elle va se dissoudre pas parce qu'il y a ce mécanisme juridique qui va l'obliger à se dissoudre, non, parce que finalement, son propre peuple se laisserait glisser. C'est un peu le syndrome de glissement, on trouve aussi avec les personnes âgées, quoi, qui refusent de s'alimenter, etc. Bon. Moi, je ne crois pas à cette théorie. Je pense que l'Union européenne est une passion, mais c'est une passion de la classe dirigeante française. Elle n'est pas tellement partagée par le peuple français. Je pense que dans d'autres pays, je ne connais pas tous les pays européens, mais dans pas mal de pays européens, aux Pays-Bas, alors en Grande-Bretagne, on l'a vu, ô combien, même en Italie, etc. Alors, ce serait intéressant de voir si disons,
le rêve, le cauchemar, ça dépend, européen a plus ou moins de prise sur le peuple. Mais moi, mon diagnostic, c'est qu'en France, il y a assez peu, enfin, il y a 25-30% peut-être du corps électoral qui est très animé, excité par cette idée, qui l'enthousiasme en fait, alors que le gros du corps électoral, les 2/3 probablement, l'Europe, ça ne les intéresse pas, ils n'y croient pas, ils n'y ont jamais vraiment cru, et ils y croient moins que jamais, et ça les gêne. Donc la version optimiste, c'est que les contradictions du système, plus la possibilité un jour ou l'autre, ça finira par se faire, que les 2/3 du corps électoral se reconnaissent dans un vecteur politique quelconque, enfin dans un programme, dans un candidat, etc., va rapidement faire s'effondrer brutalement ce mécanisme, parce que c'est très important historiquement que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que les choses ne peuvent... Vous savez, c'est les fameuses formules de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Bon, les choses se font par petites touches, comme ça, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on constate historiquement. Historiquement, les événements sont fracassants et le théâtre change immédiatement. C'est-à-dire, le 11 septembre, il était 10h du matin à New York. Voilà, l'histoire n'aura plus jamais été la même par rapport à ce qu'elle était à 9h15 minutes. Donc il s'est passé quelque chose d'irrévocable, et le théâtre géopolitique et le cours de l'histoire mondiale a changé. Le 13 et le 14 juillet 1789, c'est la même chose, en 1917, c'est la même chose, et tous les mécanismes historiques sont de cette façon-là. Donc là, évidemment, les gens vivent ça, subissent l'Union européenne, et ce processus ont l'impression qu'on n'en sortira pas. Mais déjà, il faut que les gens se disent, parce que ceux qui nous écoutent se disent que à chaque fois qu'on imagine qu'un mécanisme historique est là installé ad vitam, on se trompe. Bien sûr qu'on se trompe, bien sûr que ça finit par changer, et ça finit par changer surtout de manière très brutale, presque sans crier gare. Alors, les historiens, c'est leur métier, se penchent ensuite sur des événements et montrent qu'en réalité, il y avait voilà, des phénomènes sous-jacents qui étaient plus ou moins visibles, plus ou moins compréhensibles par les contemporains, qui sous la surface de l'écume des jours, travaillaient pour qu'on bascule dans une autre époque, et puis craque le plancher 7 d'un seul coup. C'est ça, finalement, les mécanismes historiques, historico-politiques. Je pense que l'Union européenne, c'est la même chose. Est-ce que, sincèrement, on ne sent pas que ça va craquer? En fait, tout le monde sent plus ou moins que ça va craquer. Là, nous sommes en mars 2021. L'Union européenne va faire un sommet sur l'avenir de l'Europe. Enfin, déjà, rien que le nom, si vous voulez... C'est Lacan qui disait, quand on parle d'espoir, l'espoir précède le désespoir, quoi, si vous voulez. Donc là, l'espoir d'une énième relance, que le phénix européen renaisse de ses cendres. En fait, il y a une autre façon de considérer aussi la construction européenne, c'est finalement qu'elle n'a jamais commencé, en fait, en réalité. Et c'est ça qui est un paradoxe qu'il faut tenir, qui est difficile à comprendre. Ces traités ont été signés. Ils nous engagent, ils limitent nos marges de manœuvre, nos mécanismes de décision. Il y a un ordre juridique, et on le constate tous les jours. Vous ne pouvez pas expulser un étranger qui fait l'apologie du terrorisme, ou même qui a été arrêté déjà 8 fois. Vous ne pouvez pas le renvoyer chez lui parce que finalement les juges craignent la Cour de justice, pas la Cour de justice européenne, en général ils craignent plutôt une organisation qui n'est pas l'Union européenne, comme vous savez, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Mais enfin, qu'importe, il y a une espèce d'ordre juridique comme ça qui s'est mis en place. La monnaie, c'est la même chose, ça a quand même un effet bien réel sur nos emplois et sur la croissance économique en France. Mais pourtant, tout ça, je vous invite à considérer que ça n'est l'effet que des croyances dans la tête de nos dirigeants. Que si ces croyances cessent, ça va disparaître comme un mirage. Et en fait, ce qu'on nous vend, c'est qu'il y aurait une Europe en train de se construire, etc. Alors, ils construisent des boulets qu'on est obligé de tirer, ils construisent des institutions, ils signent des traités, etc. Mais en revanche, on n'a pas du tout, à aucun moment, même les Européens, de leur propre aveu, disent que ça y est, on a construit l'Europe, en fait. C'est très intéressant de considérer ça, parce qu'on nous vend ça comme un processus qui, enfin, va déboucher. Et donc l'Europe, ça ressemble quand même au communisme. C'est-à-dire que plus on avance vers le paradis communiste, et plus il recule, on disait dans l'Union soviétique. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que l'Europe va de crise en crise. Alors, on nous explique que oui, mais la crise, justement, c'est la crise décisive, c'est la crise finale, vous allez voir.
c'est à ce moment-là que l'Europe va vraiment se faire et que le plomb va devenir de l'or. Mais à chaque fois, on nous vend les mêmes fadaises et à chaque fois, on s'aperçoit que l'Europe est inatteignable en réalité. Il n'y a pas de puissance européenne, il n'y a pas de politique étrangère européenne, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'État européen et le secret, c'est qu'il n'y en aura jamais. Vous avez publié récemment le livre Populophobie aux éditions Plomb. Vous nous expliquez que l'on assiste à la phase terminale de la classe dirigeante et que ce phénomène est visiblement planétaire. Si l'on se concentre sur la France, qu'est-ce qu'il s'est produit pour qu'on en arrive à ce stade et quelles en sont les conséquences immédiates? Alors, je pense qu'il y a toujours une conjonction entre, disons, des phénomènes de génération. C'est un facteur qu'on oublie, mais la vie de l'homme, elle est chronologiquement limitée. Et donc, c'est normal que les grands événements historiques se déroulent tous les 30 ou 40 ans, parce que ça veut dire que c'est des générations qui succèdent à d'autres générations. Donc là, ici, il y a un phénomène qui est très frappant, c'est qu'il y a une génération qui s'accroche. C'est quelque chose qui a été, si vous voulez, rendu pas très visible par la cure de jouvence, plutôt le masque de jouvence d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que comme Emmanuel Macron est lui-même un personnage assez jeune, tous ces vieillards séniles ont trouvé un jeune blanc-bec, en fait. Et donc, ils ont vendu l'idée que finalement, tout avait changé. Bon, mais c'est comme dans le Guépard, c'est-à-dire il faut que tout change pour que rien ne change. Donc on a fait semblant d'évacuer le Parti socialiste, on a fait semblant d'évacuer les Républicains, et on a fait semblant de renouveler la classe dirigeante en prenant des freluquets. Mais en fait, ce sont les mêmes gens qui sont derrière aux manettes, aux affaires, les mêmes générations, donc émergées plutôt avec, dans le sillage de mai 68, hein, les mêmes générations avec les mêmes idées. Et donc il y a un phénomène de génération dans une classe dirigeante, il y a un phénomène, disons, d'idéaux, de paradigmes, de croyances. Ce sont à la fois des croyances morales, mais aussi, disons, une sorte de représentation du juste, de l'injuste, du bien, du mal, etc. Et enfin, une sociologie. Regardez par exemple ce qui se passe, c'est très intéressant avec l'inceste. C'est-à-dire tous ces phénomènes qui éclatent, l'affaire Duhamel en particulier, là on est vraiment au cœur du réacteur, on est dans le sein des saints à Sciences Po. En fait, on se rend compte que dans les années 70, l'inceste, c'était pas du tout, non seulement c'était pas criminel, mais c'était même assez bien vu en fait. Donc ce qui est vraiment frappant et ce qui illustre mon propos, c'est que ce sont des mœurs, si vous voulez, qui sont les mœurs des années 70, fin des années 70, et les gens qui nous dirigent, qui sont toujours aux affaires, sont les gens qui étaient des contemporains des années 70-80. Des gens qui étaient dans la force de l'âge dans les années 70-80. Le problème, c'est qu'on est en 2020. Et ils sont toujours là, en fait. D'ailleurs, tout le cirque du confinement et tout ça, ça reflète ça aussi. Parce que c'est vraiment cette catégorie d'âge qui est principalement menacée par le virus, qui n'est pas rien, en fait. Hein. Ça tue, ce truc, mais à condition d'être dans des catégories, disons, comorbidité, d'âge, etc. Mais on voit bien la puissance de cette classe dirigeante parce qu'elle est prête. C'est l'inverse d'une guerre. On nous dit que c'est une guerre. Mais dans une guerre, en fait, vous sacrifiez des individus pour sauvegarder le groupe. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire vous détruisez, vous êtes capable de mettre en danger, en tension très forte, voire de compromettre l'avenir de tout un groupe, de toute une nation, de tout un pays. Pourquoi? Pour quelques individus. Enfin, c'est quand même assez étrange. Donc on voit que cette classe dirigeante, elle est très âgée, elle a des idées qui ne sont plus du tout des idées à la mode, enfin, on voit sur les mœurs par exemple, mais je pense que l'Union européenne c'est la même chose, enfin, c'est partie de ses croyances. En fait on peut décrire le paradigme, j'y reviendrai, parce que le dernier élément c'est la sociologie. Et donc la sociologie, on voit... Bon, il faut peut-être préciser que je ne crois pas qu'une société puisse se passer de classe dirigeante, et le communisme l'a montré de manière très très éclairante. C'est-à-dire que même dans un système où l'égalité imposée de manière violente comme un dogme avait triomphé, on a vu se remettre en place ce que vous appelez la nomenclature, c'est-à-dire une classe dirigeante. C'est impossible en fait. Vous ne pouvez pas chasser le naturel, il revient au galop. Donc toute société a une classe dirigeante. Le principe, en fait, de notre classe dirigeante, je crois que c'est de placer au centre de ses préoccupations, enfin, au centre de ses idéaux, de ses valeurs, le bon plaisir individuel.
c'est ce qui fait la jonction finalement entre les droits de l'homme, vus de manière très extrême, voire extrémiste, sauvegardés jusqu'à l'absurde par les tribunaux, etc. Enfin, vraiment une vision extrémiste des droits de l'homme. Les droits de l'homme au-dessus de l'intérêt général, le tout intérêt général. Il n'y a plus d'intérêt général, il n'y a plus de raison d'État, il n'y a plus on n'accorde aucun intérêt à ce que pense la majorité d'un peuple. La notion d'ordre public, tout ça disparaît, c'est vraiment le bon plaisir de l'individu. Donc ça, c'est une vision assez extrémiste des droits de l'homme. Et puis, sur le plan des mœurs, c'est la même chose, finalement, c'est jouir sans entrave. Sur le plan de l'économie, c'est faire du business sans entrave. Et là, bien sûr, il y a la connexion avec le modèle de marché pur et parfait, le modèle néoclassique d'économie, disons, l'offre et la demande, le libéralisme à tout craint. Et donc, voilà, c'est ça les idéaux de notre classe dirigeante. Et sociologiquement, eh bien, cette classe dirigeante, elle a une représentation un peu pyramidale de sa sociologie. Et au sommet de cette sociologie, il y a l'École nationale d'administration. Et au sommet de l'École nationale d'administration, il y a l'Inspection générale des finances, le Conseil d'État, les grands corps de l'État, etc. Alors, il y a eu un renouvellement sociologique de cette classe dirigeante. Ce renouvellement est arrivé dans les années 58-60. Et c'est le général de Gaulle, en fait, qui a mis en orbite cette classe dirigeante. Il a changé la classe dirigeante qui était, depuis 1870-1880 à peu près, composée de professions libérales, de médecins, d'avocats, de professeurs, bien sûr, qui venaient des provinces, qui avaient été élus à la Chambre des députés, et qui avaient une autre vision du monde, d'ailleurs une autre représentation de la société. Et ces gens-là ont eu un rôle absolument extraordinaire entre 1880, disons, et 1914. C'est eux qui ont fait, par exemple, les lois de séparation de l'Église et de l'État, c'est eux qui ont rendu l'école obligatoire, c'est eux qui ont forgé, en fait, la République qui a tenu le choc face à l'Allemagne en 14-18. Mais ce sont les mêmes, sociologiquement, qui ont précipité la défaite de 40, en fait. Et ils se sont accrochés au pouvoir, cramponnés au pouvoir en 1944, le général de Gaulle étant parti, et le général de Gaulle a dû attendre la crise de l'Algérie qu'ils ont reprécipité, en fait, pour leur faire la peau, et il les a remplacés, disons, par des hauts fonctionnaires. Alors, dans le sillage des hauts fonctionnaires, vous avez toutes sortes de gens, bien sûr des élites des affaires, des élites du monde culturel, des élites journalistiques, intellectuelles, tout ça. Mais enfin, grosso modo, ces gens-là, ils ont eu, un peu par analogie avec ce que je vous disais sur la classe dirigeante de la Troisième République, ils ont rendu de très grands services à la France dans les années 70, 60, 70, 80. Ils ont modernisé considérablement le pays. Ils avaient des idéaux qui étaient d'ailleurs aux antipodes de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt l'intérêt général, la nation, l'État, etc. Et ils ont fini par conquérir la sphère politique. Peut-être qu'on peut considérer qu'il y avait une sorte de plateau, disons, à la fois dans la qualité et même dans les effets de leur politique, dans les années 80, 90. Et puis je pense que dans les années 2000, s'amorce une phase de déclin, effectivement. C'est-à-dire que cette sociologie se referme sur elle-même. Il y a très peu de mobilité sociale. Elle devient d'une très très grande arrogance, au point d'en devenir vraiment bête, en fait. Et elle ne va plus, si vous voulez, que s'ossifier, se calcifier et se servir elle-même. Et alors on revient sur cette idée du bon plaisir individuel. Elle a de toute façon une idéologie telle qu'elle croit pouvoir maintenir ses privilèges, rester, si vous voulez, aux affaires, rester au sommet de la société, parce que c'est sa conception des choses, sans vraiment avoir de devoirs. Donc finalement, uniquement en ayant des droits. Et on a cette situation absolument singulière où il y a des hauts fonctionnaires, c'est quand même des gens qui ont choisi d'être des fonctionnaires, donc de servir l'État, de servir le public. Ils sont au sommet de cette hiérarchie du service public. La devise de l'École nationale d'administration, c'est servir sans s'asservir. Et que font-ils quand ils sont les meilleurs? Ils vont aller faire du business. C'est quand même très, très étonnant et singulier. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur modèle? C'est pas comme tout le monde le sait, c'est pas la France, c'est l'Union européenne. Le nec plus ultra, c'est pas le public, c'est le privé.
Pour eux, le sommet de la vie, c'est le marché, et c'est de faire une fortune et devenir un des acteurs du CAC 40 en amassant une fortune, etc. Donc vous voyez, en fait, ces gens-là, en fait, scient la branche sur laquelle ils sont assis. Et c'est un mécanisme classique dans l'histoire. Si vous voulez, l'aristocratie, à la fin de l'Ancien Régime, elle se justifiait par le droit et le pouvoir, donc, et surtout l'obligation morale de tirer l'épée pour défendre le roi. C'était ça, en fait, un aristocrate. C'est quelqu'un qui faisait la guerre et qui devait protéger la société. C'est comme ça que s'est instituée l'aristocratie. Et à la fin de l'Ancien Régime, c'était devenu vraiment une espèce de caste hors sol, alors que son utilité sociale était devenue quasiment nulle, en fait. Elle s'était complètement ossifiée et refermée sur elle-même. Il n'y avait jamais eu autant de privilèges et autant de mise en avant des privilèges. Enfin, ils étaient complètement fanatisés par la recherche de leur quartier de noblesse, etc. Enfin, c'est ça qui les intéressait, en fait. La Révolution va les balayer. Et je pense qu'on est dans une situation historique assez comparable, comme en 1958 ou comme en 1789 ou comme en 1870. C'est-à-dire qu'on a une classe dirigeante qui est à bout de souffle, qui ne sert plus à grand-chose sur un plan... qui n'a plus vraiment d'utilité sociale. Elle ne croit plus elle-même, finalement, dans ses propres principes. Elle s'est finalement reniée. Et elle est complètement fermée sur elle-même. Et elle est devenue complètement autiste, d'ailleurs. Elle refuse et elle rejette toute espèce de débat. Alors, on peut dire que dans toute classe dirigeante, et c'est vrai, je pense que c'est profondément vrai, une classe dirigeante se pique en général de ne pas partager les opinions du commun des mortels, on pourrait dire, ou du reste de la population, et de sécréter sa propre doxa ou sa propre vérité sociologique. Et de fait, si vous réfléchissez, la question là qu'on est en train d'aborder, celle de l'Union européenne, on y revient, ça fait partie de ces dogmes, ça fait partie de ces totems et tabous. C'est-à-dire vous êtes membre de la classe dirigeante, vous êtes un journaliste un peu en vue, vous êtes un élu, vous êtes a fortiori un haut fonctionnaire, membre des grands corps de l'État, vous êtes un entrepreneur dans le CAC 40, vous frayez dans ce petit milieu, dans ce petit microcosme parisien, et vous affirmez que l'Union européenne est mortelle, que l'avenir n'est pas de passer de la France à l'Europe, mais tout le monde va éclater de rire. Enfin, on est dans le film ridicule. C'est la même chose. Bon, et c'est exactement comme si vous avez plus de 3 barrettes ou 3 sur vos galons, a fortiori si vous sortez de l'école de guerre et que vous discutez de la ligne Maginot en 1939. Mais vous êtes un plaisantin, vous êtes un farfadet, enfin, personne ne va vous prendre au sérieux si vous voulez. Bon, pourtant, oui, c'est-à-dire qu'ils sont les derniers à ne pas voir qu'ils sont tout seuls et tout nus, en fait, et qu'ils font du vélo d'appartement, en fait. Ça n'avance absolument pas. Pour recentrer sur la pétition pour le référendum, qui est supposée être un signal fort envoyé à la classe politique, comment faire pour que la classe dirigeante se mobilise pour la signer et se saisisse de cette pétition ? Ce qui est difficile dans cette affaire, somme toute, c'est que les Européens ont utilisé, les Européens ou les européistes ont utilisé une technique un peu assez vicieuse, en fait, pour détourner les gens de la chose publique, de la politique. C'est une espèce d'ultra-bureaucratie et d'ennui. C'est-à-dire qu'ils ont réduit en fait tous les problèmes, tous les enjeux qui normalement devraient être passionnants dans une démocratie, dans une cité, les enjeux politiques, ils les ont réduits à des enjeux technocratiques, technico-juridico-économico-technocratiques. Donc ils ont institué une tyrannie d'un nouveau style, en fait. C'est pas une tyrannie avec des camps de concentration, etc. Pas du tout. C'est une tyrannie de la paperasse et de l'ennui, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement ennuyeux. Enfin, d'abord, mon ami Feu Coralie Delhomme était la seule quasiment à s'intéresser à cette documentation effrayante, en fait. C'est-à-dire que qui peut lire 25 tomes d'un bottin administratif? Enfin, personne ne s'intéresse à ça. Or, c'est ça leur génie, c'est qu'ils ont réduit, en fait, les enjeux les plus cruciaux concernant l'avenir des peuples, et l'avenir de notre peuple en particulier. Ils ont réduit ça à des colonnes de chiffres, des tableurs Excel, des traités absolument abscons, etc. Et ça, d'une certaine façon, c'est assez bien joué, c'est assez fort. Donc, on a ce problème. Si on veut démonter ça,
il faut quand même décrire une réalité qui est spécialement ennuyeuse, pesante, et qui est presque conçue pour être inintéressante. Donc c'est ça qui est compliqué. Et dès lors que vous voulez parler d'une question, enfin, de l'Europe, on vous dira c'est un somnifère ce truc, c'est soporifique au possible. Surtout ne parlez pas d'Europe, tout le monde va s'endormir. Et c'est là où c'est fort, parce que si vous ne parlez pas d'Europe, effectivement, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que si vous ne vous intéressez pas à l'Europe, vous inquiétez pas, l'Europe, elle s'intéresse à vous. Et de toute façon, ça fait vraiment penser à cette idée de la casserole qu'on fait chauffer au fur et à mesure, et donc l'animal qui est bouillanté ne se rend pas compte, quoi, parce que la température, elle augmente degré par degré. Voilà. Et quand vous avez compris le piège, il est presque trop tard. Donc il y a quelque chose comme ça, on ne peut pas se révolter à proprement parler, parce que les idéaux de l'Europe ne sont pas révoltants, et parce que l'Europe, en plus, ne met en place aucun dispositif de répression violent. L'Europe ne fait pas couler le sang, l'Europe ne commet pas d'injustice, enfin en commet, mais tout ça est extrêmement sournois. Donc voilà, je pense qu'il faut bien diagnostiquer le problème. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué le problème, quelle est la solution? Comment, c'était votre question, comment arriver un peu à réveiller les morts? Il faut faire appel à l'histoire. Je pense que les Français, ils sont un peu comme des gens qui ont un peu perdu la mémoire, mais il y a une espèce de douleur du membre amputé, quoi. Ils ont quand même... Ils savent, plus ou moins, de manière plus ou moins confuse, qu'ils viennent d'une grande histoire, qu'ils prolongent une grande histoire, et qu'ils auront des comptes à rendre, que leurs enfants vont leur poser des questions, ils vont les interroger. Qu'est-ce que vous avez fait de ce qui n'est pas seulement un rêve ou un espoir pour le monde, c'est aussi une réalité? Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Qu'est-ce que vous avez fait de notre peuple? Qu'est-ce que vous avez fait de vos libertés? Qu'est-ce que vous avez fait de votre dignité? Votre dignité, est-ce que vous pouvez vous regarder dans une glace et accepter que des gens qui ont des préjugés absurdes, ridicules d'ailleurs, qui sont très très pauvres d'un point de vue intellectuel, culturel, etc., plein d'arrogance et d'outrecuidance, se mettent à vous dicter votre avenir? Et ça, c'est une réponse, c'est vraiment d'essayer de dire aux gens que vous ne pouvez... finalement, le message, c'est que vous ne pouvez pas... c'est comme les abstentionnistes. C'est-à-dire, si vous vous abstenez, ne croyez pas que les choses ne vont pas se faire quand même. C'est pas parce que vous ne vous y intéressez pas que ça ne va pas se faire quand même. Simplement, les autres vont décider à votre place. C'est ça le mécanisme de l'Europe. C'est que à un moment, il va être trop tard, le piège va se refermer et vous n'aurez plus de prise sur votre destin. Bon, l'autre sujet, c'est que l'Europe, ça ne va pas s'arrêter là. Et le général de Gaulle avait magistralement résumé cette situation. Il dit, mais si vous faites une fédération sans un État qui est dominant et qui assure qui fédère au nom de tout, sans une hégémonie, ça ne fonctionnera pas. Par contre, disait-il, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hégémonie dans le monde qui n'utiliseront pas le fait que les Européens vont s'affaiblir les uns par les autres et vont se neutraliser les uns par les autres. Donc, c'est d'ailleurs... largement en cours, les États-Unis et puis la Chine se frottent les mains, évidemment, de ce processus d'auto-neutralisation des peuples européens qui s'attachent les uns aux autres. Donc là aussi, ce sont des mécanismes qui ne sont pas statiques, c'est des mécanismes dynamiques. Alors ça, c'est... Voilà, si vous voulez que vos enfants soient femmes de ménage à Shanghai, effectivement, construisez l'Europe, continuez à construire l'Europe. Vous êtes en très bon chemin. Voilà, c'est à peu près ça, l'avenir économique qu'on vous prépare, en fait. Une désindustrialisation massive, une paupérisation, etc. Les richesses, ça se mérite, et les richesses, ça se défend. Donc là, vraiment, ça ne va pas très bien se passer pour vous, parce qu'en fait, les gens qui dirigent l'Europe ont intérêt, pour l'instant, à développer la Chine. Ils n'ont pas du tout intérêt à développer vos pays, vos nations. Et si vous ne le voyez pas, ouvrez les yeux. Mais il y a un autre mécanisme aussi, c'est qu'il y a une explosion démographique pour nous Français, mais même pour tout le continent européen d'ailleurs, au sud de la Méditerranée, que sans prêter des intentions mauvaises aux Africains, qu'il s'agisse des Africains du Nord ou des Africains, on appelle à tort des Africains, parce que je pense que
le Maghreb, peut-être mis à part l'Égypte, est complètement, enfin appartient au monde méditerranéen, est complètement distinct du continent africain en réalité, parce que c'est séparé d'un. Enfin, on voit bien la Méditerranée bleue au nord, mais on ne voit pas, on oublie l'espèce de mer jaune qui est le Sahara au sud, qui est encore plus grande que la Méditerranée et qui sépare vraiment l'Afrique du Nord. Mais que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique, la vraie Afrique, de toute façon, l'explosion démographique n'est pas terminée, la pression migratoire ne fait que démarrer, et c'est bien sûr pas l'Union européenne qui est une organisation flasque, molle, sans volonté, sans colonne vertébrale, sans système nerveux, sans projet, sans volonté tout court, qui va pouvoir, soit, ce serait souhaitable, disons, sécuriser et permettre le développement de l'Afrique pour limiter la casse, soit encore moins empêcher ce qui promet d'être assez comparable finalement aux invasions barbares du bas empire romain. Donc là aussi, il ne faut pas croire que les choses... si vous voulez, l'Europe se présente de manière extrêmement naïve et doucereuse comme une sorte d'EHPAD de l'histoire. Une maison de retraite pour peuple fatigué où tout va bien se passer, on vous parle d'une voix douce, il ne va rien vous arriver, etc. Mais ce n'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous, sur le territoire de l'Union européenne, on a décidé de sortir de l'histoire que l'histoire s'est arrêtée ailleurs. Et l'histoire est toujours en marche ailleurs. Donc, Général de Gaulle avait profondément raison. Il y a l'axe du monde reste l'épée, le monde reste extrêmement violent. C'est ça d'ailleurs qui fonde la politique. La politique, profondément, qu'est-ce que c'est ? C'est sur un territoire donné, avec une population donnée, empêcher la violence, empêcher le sang de couler. Et ce n'est pas un enjeu simple. C'est-à-dire que c'est à chaque génération, le travail doit être recommencé. C'est une neutralisation artificielle que l'homme peut produire. Ce n'est pas l'instinct de l'être humain qui neutralise son agressivité. Ce sont des idées politiques et c'est un équilibre de pouvoir extrêmement instable qui a besoin d'une légitimité. La nation, l'État-nation, c'est une légitimité qui a fait ses preuves et qui peut empêcher les gens de se taper dessus sur un territoire. Si vous lâchez cette légitimité, si vous lâchez la proie pour l'ombre en fait, une sorte de supermarché, zone de duty-free, où tout le monde est chez lui, partout, peut circuler librement, etc., avec la Cour européenne des droits de l'homme pour garantir le tout, 3 traités et puis une monnaie surévaluée, ça ne va pas bien se passer, en fait. Ça ne va pas du tout bien se passer. Donc, il y a un lien qui est assez... Les gens, je crois, sont beaucoup plus inquiets en France aujourd'hui par une perspective de guerre civile que par les questions de l'Europe, par exemple. Donc je pense que voilà un argument supplémentaire. Il faut bien expliquer aux gens qu'il y a un lien qui n'est pas visible, mais qui est pourtant réel, entre l'incapacité d'assimiler les populations immigrées en France aujourd'hui, le rejet même, la désassimilation qu'on constate au bout de 2 ou 3 générations, et l'Union européenne. Alors ce lien, il n'est pas visible à première vue, mais ce lien, il est le suivant. Si immigrer, c'est faire un deuil, enfin, c'est un processus douloureux et compliqué. Et donc, immigrer, c'est changer de mœurs, c'est changer de culture, c'est changer... effectivement, Zemmour n'a pas complètement tort, ça peut être aussi changer de prénom. En tout cas, c'est changer de territoire. Ça semble assez clair pour tout le monde. Par contre, ce qui n'est pas très clair, c'est que c'est changer d'histoire aussi. C'est donc changer de destin, changer d'avenir. Ces débats sur la colonisation sont ridicules. Quand vous appelez Mohamed, vous naissez en Seine-Saint-Denis, votre ancêtre, c'est Lyautey, en fait, votre ancêtre. Voilà, les colonisateurs sont vos ancêtres. Alors, ils ne sont pas vos ancêtres biologiques, etc. Mais ce n'est pas le sujet, c'est justement ça, une nation. Une nation, et surtout la nation française, ce n'est pas une nation biologique, c'est une nation symbolique. Je vous rappelle qu'au départ, les Basques n'ont aucun rapport avec les Bretons. Donc, ce n'est pas si grave que ça qu'on ait des immigrés. Mais évidemment, c'est gravissime s'ils ne sont pas assimilés pour toutes sortes de raisons, et notamment des raisons qui nous sont propres, c'est-à-dire que notre nation ne supporte pas, disons, la notion de séparation sur son territoire, d'éclatement de son territoire. Il y a vraiment une espèce d'obsession française de l'unité. Donc, je pense que l'Europe est en grande partie responsable. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, immigrer, c'est faire un deuil.
Et c'est donc quitter l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, pour embrasser l'histoire et le destin du peuple qu'on a rejoint. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si le peuple qu'on rejoint n'a plus de destin en lui-même, n'a plus d'avenir? S'il n'est plus capable de se projeter sur son avenir, si les Français ne se voient pas être Français dans 50 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, s'ils n'ont plus de désir pour eux-mêmes en tant que personne morale, en tant que peuple, en tant que nation, s'ils ne font plus rêver, s'ils ne font plus envie, s'ils ne peuvent plus se battre, s'ils n'ont plus de courage, alors qu'est-ce que ça veut dire d'être Français? Est-ce que c'est d'étudier la tolérance, le vivre ensemble, le fait d'être transgenre ou je ne sais pas trop quoi, ou de rouler en trottinette avec un traité européen? Ça n'a pas de... évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, le projet européen, la construction européenne, c'est un projet qui vise à détacher en fait la loyauté politique ou la loyauté juridico-politique et l'allégeance culturelle ou l'identité culturelle plutôt. L'allégeance politique et l'identité culturelle. C'est-à-dire si le projet de l'Europe va jusqu'à son terme, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Un Italien va être chez lui en Irlande, ou un Irlandais va être chez lui en Italie. Et donc, ils vont vivre dans un État qui n'est plus cohérent avec une culture. J'entends bien qu'il y a des nations qui ont plusieurs langues, comme la Suisse par exemple, mais ils ont au moins une seule culture. Être suisse, ça veut dire quelque chose. Si l'Europe va jusqu'à son terme, si le fantasme européen devient un jour réalité, mais je pense que parce que c'est un fantasme, il ne peut pas devenir une réalité, alors ça voudra dire que l'allégeance culturelle est détachée de l'allégeance politique. Mais dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe si vous avez 10% et demain 15% ou 20% de votre population qui est immigrée, qui vient d'une culture extrêmement différente, voire une culture qui a des mœurs ou des valeurs qui sont incompatibles avec les vôtres? Évidemment, ça va finir en guerre civile. Donc il faut bien que les Français comprennent que s'ils ne sortent pas de cette rêverie, de ce fantasme doucereux européen, oui, le sang va couler sur leur territoire, et ce n'est pas leurs enfants, c'est eux qui vont connaître cette violence, et cette violence qui fera passer, à mon avis, la Saint-Barthélemy pour une rigolade. Donc ça, je vous l'annonce. Il y a des musulmans partout sur le territoire, ils revendiquent maintenant une identité. Ce ne sont pas la majorité des gens qui sont adultes, ce sont plutôt des jeunes, des gens très jeunes, parce qu'ils sentent bien, parce que d'abord ils ont un héritage d'héroïsme et d'identité culturelle et politique à travers cette épopée ou ce récit qu'est le Coran, mais surtout, on ne leur propose rien en échange. On ne leur propose pas d'adhérer à une épopée, un récit, un héroïsme français. Voilà, il n'y a rien. Et vous savez, les hommes ont besoin, ne vivent pas que de pain, comme dit l'Évangile. Donc ils ont besoin, pour être ensemble, pour se supporter sur un territoire, de partager un rêve et de partager une volonté en commun. Et le vivre ensemble est une énorme plaisanterie. Au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est d'être capable de mourir ensemble pour une même cause. Et c'est à cette condition qu'on peut vivre ensemble. Vivre ensemble sans avoir de bonnes raisons de mourir ensemble, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne apparaît comme une espèce de rêverie sympathique. En fait, c'est un piège sanguinaire. Quelle est votre opinion sur le mouvement des Gilets jaunes? Représente-t-il selon vous un sursaut national? Bien sûr que les Gilets jaunes sont c'est pas seulement un symptôme, hein, c'est une réalité. Ils ont bel et bien existé, même s'ils se sont dispersés, et ils ont été fracturés de ce réveil de la conscience nationale. On peut dire, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de mouvements qui arrivent brutalement dans l'histoire, mais qui connaissent des espèces de répétitions à bas bruit, de signes avant-coureurs. Ce qui s'est passé après les attentats de Charlie, vraiment d'après le ministère de l'Intérieur, les plus grandes manifestations depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même le réveil d'une identité, enfin la reprise d'une identité, d'une conscience. Enfin, ces coups de Kalachnikov qui ont claqué, on ne les a pas tous entendus, mais ça nous a sorti d'une sorte de torpeur en fait. On a compris à nouveau qu'on était un peuple et d'où on venait. Ah, évidemment, on s'est un peu rendormi, c'est un peu passé. Et ensuite, les Gilets jaunes, cette espèce de colère sociale et économique, les gens complètement écrasés, laissés de côté, humiliés, se sont
sont vraiment un signe intéressant. Ce qui est plus compliqué dans cette affaire, et c'est d'ailleurs, je pense, l'injustice profonde des commentateurs et des commentaires qu'on a fait à leur sujet, c'est-à-dire comment ces gens qui se débattent dans les affres de la vie quotidienne, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui hier encore ne se connaissaient pas, ne se parlaient pas, se sont retrouvés dans le froid un matin ou sur un rond-point, comment on peut leur reprocher de ne pas avoir solutionné des problèmes que la classe dirigeante, non seulement a laissé sans réponse et s'aggraver pendant 30 ou 40 ans, mais qu'elle a même créé. C'est complètement inique. C'est-à-dire voilà quand même une espèce de nomenclature en France qui n'arrive pas à résoudre le problème du chômage, qui n'arrive pas à résoudre le problème de la sécurité, qui n'arrive pas ils disent vouloir créer l'Europe, mais on l'attend toujours, il n'y a pas de contrepoids à la puissance américaine, etc. Enfin, tout ça ne fonctionne pas et prend l'eau de partout. Et ces gens comme ça, dont ce n'est pas du tout le métier, et qui, encore une fois, tellement d'autres préoccupations en tête, hein, encore une fois, qui n'avaient pas du tout, dont ce n'est pas le métier, pas l'habitude, qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, voilà, en quelques semaines, en quelques mois, ils auraient dû créer un parti politique, créer un mouvement, sécréter un programme. Non mais ça va pas bien la tête, hein. Donc je pense que les Gilets jaunes, oui, c'est un signe avant-coureur d'un réveil possible, mais on ne pouvait pas attendre des Gilets jaunes mieux, d'une certaine façon, entre guillemets, qu'un coup de pression ou qu'un coup de colère, qui a eu lieu d'ailleurs. Mais les Gilets jaunes ne pouvaient pas, en aussi peu de temps, comme ça, s'articuler. Alors le piège des Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à quelqu'un comme Étienne Chouard, c'est-à-dire c'est de penser que comme les élites ne sont pas incompétentes, on n'a pas besoin d'élites. Et donc, les gens, on peut se gouverner tout seul. Je pense qu'en effet, on est d'accord avec la première partie, les élites sont devenues profondément incompétentes, de sorte qu'elles ne sont plus vraiment des élites, mais ça ne veut pas dire que notre société n'a pas besoin d'une classe dirigeante, en fait. Il n'y a pas besoin que des gens d'abord pensent de manière approfondie les sujets, les enjeux, et surtout inventent, parce que c'est tout le problème. Et là, le problème, c'est de l'invention. En fait, on est comme paralysé, bloqué. On sait ce qu'on ne veut pas, et la classe dirigeante sait ce qu'elle veut. Mais ce que veut la classe dirigeante, le peuple ne le veut pas. Le peuple sait ce qu'il ne veut pas. Mais on n'en sort pas, en quelque sorte. On n'en sort pas. Et élection après élection, ce phénomène, ce mécanisme se confirme. On vote contre, on vote jamais pour. Et surtout, la contestation, disons, du paradigme est très simple à repérer sur un plan politique. Vous avez d'un côté la France insoumise et de l'autre le Rassemblement national, sont assez pertinents dans la critique, dans la négativité, si vous voulez, dans le travail du négatif. Donc, en effet, ce que dit Jean-Luc Mélenchon de la globalisation du capitalisme n'est pas complètement dénué de fondement. Qu'est-ce qu'il propose? Rien. Qu'est-ce qu'il a à dire d'autres problèmes qui sont repérés par le Rassemblement national? Rien. Le Rassemblement national, même raisonnement. Ce qu'ils ont à dire des dérives de l'état de droit, du droit de l'homisme, de la non-assimilation et l'immigration est relativement pertinent. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Rien. Quand vous interrogez ces gens, on leur dit, attendez, au cœur de votre dispositif, il y a par exemple d'évacuer les gens qui n'ont pas de titre de séjour. Très bien, c'est la loi d'ailleurs, vous voulez appliquer la loi. Alors, comment vous allez vous y prendre? Quelle est votre solution? Rien, vous n'avez pas une solution, vous n'avez rien. Donc le problème, c'est que ces gens sont non seulement non interféconds, comme diraient les biologistes, ils ne peuvent pas faire des enfants politiques ensemble, ils ne vont pas pouvoir trouver de majorité, ils se haïssent complètement. Et en plus, ils jouent un rôle qui est caricatural. En fait, ils font un peu l'épouvantail. Mélenchon, c'est une espèce de Chavez de Monoprix, et Marine Le Pen, c'est une espèce de Mussolini du rayon frais, quoi. On a vraiment la caricature, espèce de néo-fascisme, d'un néo-bolchevisme. Et en fait, ils sont incapables de s'allier, ils sont figés dans des rôles un peu de composition, dans des rôles de caricature, dans lesquels ils se complaisent d'ailleurs, ils sont assez à l'aise dans leur caricature. Ils ont comme fonction d'être la caricature du système. Et en fait, là où le système politique est absolument bloqué, c'est qu'il n'y a personne pour faire autre chose que, si vous voulez, critiquer le paradigme en place, critiquer le modèle en place. Tout le monde s'accorde, on est assez nombreux à s'accorder, et en tout cas la population est assez d'accord
pour dire que ce que propose la classe dirigeante ne fonctionne pas et prend l'eau maintenant de toutes parts. Non seulement il y a un problème d'enthousiasme, ça ne déclenche pas l'enthousiasme, ça ne donne pas envie, mais ça ne marche pas techniquement en fait. Ça ne marche pas. Mieux encore, si vous prolongez les trends, c'est-à-dire si vous allez au bout de leur délire, c'est-à-dire si vous continuez, tout est une impasse en fait. Regardez ce qui se passe sur la dette. Ils vous disent, oui, alors il faut rembourser la dette, et en même temps, ils augmentent la dette. Sur l'immigration, ils vous disent, bon, il faut pas donner des papiers aux gens, mais en fait, on fait continuer à les faire venir. En fait, il ne faut pas les expulser non plus. Tout est à l'avenant, si vous voulez. Tout est truffé et bourré de contradictions, et le mécanisme est devenu fou. Et si vous poursuivez, en fait, si vous appliquez les dogmes de la classe dirigeante, c'est la ruine, en fait, c'est la catastrophe. Vraiment. C'est-à-dire la désindustrialisation a déjà été très loin, mais elle peut encore s'aggraver, c'est tout à fait possible. Et donc, le problème politique, c'est qu'il n'y a pas d'invention d'une solution de sortie. Et il n'y a pas... tout le monde, et en particulier ses opposants, sont toisés, en quelque sorte, par la classe dirigeante. Ils se positionnent par rapport aux bêtises, à la stupidité de la classe dirigeante, et ils contre-argumentent et ils surenchérissent en disant « mais c'est pas bien », etc. En fait, c'est pas du tout tactiquement ce qu'il faudrait faire. Prenons un exemple, pour que ça soit un peu plus concret, mais prenons la question du libre-échange. Si vous dites qu'il faut repenser, si vous voulez réindustrialiser la France, ça me paraît évident, et on passe par la question européenne, il faut bien sûr sortir de l'Europe telle qu'elle est là, pour pouvoir protéger un certain nombre de secteurs, si vous voulez réindustrialiser et reproduire en France, n'importe qui est d'accord avec ça, enfin, sur un plan technique. Mais en fait, le dogme est fou. C'est-à-dire que le dogme, c'est soit vous êtes pour le libre-échange total, et si vous contestez le libre-échange total, vous êtes un hurluberlu, vous êtes hors de la réalité, etc. Et donc, si vous dites, mais il faudrait pouvoir mettre en place un protectionnisme sélectif raisonnable, disons, on vous traite de fou et de cinglé. Mais en fait, il faut renverser la vapeur et la charge de la preuve. C'est eux qui sont cinglés. En fait, c'est assez fou comme position et extrémiste comme position de vouloir du libre-échange intégral et total. C'est davantage être réaliste que de dire on pourrait protéger certains secteurs. Donc si vous ne faites pas cet effort d'essayer d'expliquer quel est le chemin de sortie, comment vous voyez l'avenir et comment vous projetez la France dans les 20 ou les 30 prochaines années, vous restez prisonnier du modèle de la classe dirigeante, vous restez toisé par la classe dirigeante et vous êtes en train de vous défendre en permanence pourquoi je ne suis pas un fou protectionniste. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pourquoi eux, ce sont des fous libre-échangistes. Vous voyez, sur tous les sujets, il faut renverser ça. Et en fait, donc c'est pour ça que je reviens aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne peuvent pas faire ce travail. C'est un travail assez long. Ce n'est pas une personne, c'est des dizaines de milliers de personnes qui doivent réfléchir et dans la même direction, etc. Et en fait, on se rend compte qu'historiquement, c'est à la faveur je disais tout à l'heure, le plancher cède, le théâtre change. À un moment, ça craque historiquement. Oui, il y a des événements qui font s'effondrer en fait un ordre. C'est un effondrement de l'ordre public, un effondrement économique, un effondrement monétaire, je ne sais pas quoi. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est à ce moment-là que tous les gens qui, pendant des décennies et des décennies, ont expliqué ce qui allait se passer et pourquoi ça ne fonctionnait pas, etc., monteront sur le devant de la scène. C'est comme ça qu'historiquement ça se passe. Mais effectivement, les Gilets jaunes n'exprimaient qu'un ras-le-bol et qu'une colère qui était ô combien légitime, mais qui n'était pas suffisante pour proposer quelque chose. Et en même temps que je vous explique ça, je vais me contredire moi-même parce que, en fait, c'est passé un peu inaperçu, à mon avis, vraiment, c'est dommage. Les Gilets jaunes, c'était peut-être au mois de novembre, en tout cas avant la crise très grave de décembre, on produit une sorte de programme, une espèce de petite base. Ça devait faire quelques feuillets, quelques pages, je le reproduis d'ailleurs dans mon livre, et je trouve que pour des gens justement dont ce n'était pas le métier, qui n'étaient pas des spécialistes, etc., et qui n'avaient pas, disons, l'habitude de travailler ensemble ou de se concerter, c'était, je trouve, déjà très étonnant et très éclairant. C'était un discours qui finalement est je sais pas comment on pourrait appeler ça, une plateforme, une base de départ qui était quand même
vraiment impressionnante de mesure, de calme et de réalisme. Ça tranchait vraiment par rapport à ces populismes, disons, bas de plafond et bas étage, qui aujourd'hui font du bruit dans l'arène politique, mais pour mieux conforter le système en réalité, puisqu'ils servent d'épouvantail. On constate donc que notre classe politique est loin de se saisir du sujet de l'Union européenne et qu'elle n'est pas prête du tout à le remettre en cause. C'est-à-dire, on peut admettre, dans politique et du calcul, donc on peut admettre que finalement, se dire que sans déclencher l'enthousiasme des foules, l'Europe est un élément de décor un peu rassurant et que ça inquiéterait l'opinion publique de vouloir faire tomber ce décor. Et par analogie avec l'Algérie française, par exemple, si le général de Gaulle en 1958 avait dit écoutez, ça n'a aucun avenir votre truc, ce qu'il a dit à peu près de manière contemporaine à Alain Peyrefitte dans C'était de Gaulle, qui le rapporte, en disant mais vous vous rendez bien compte que les Algériens ce sont les Algériens, les Français sont les Français, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture, c'est pas le même peuple, donc votre histoire ça va pas marcher, c'est une totale illusion. Donc ça, évidemment, s'il avait dit ça en 1958, où tout le monde était persuadé que la France était l'Algérie et inversement, il avait peu de chances d'arriver aux affaires. Donc parfois il faut pas tout dire et il faut remonter au vent, il faut faire une sorte de pédagogie jusqu'à ce que la population comprenne. Ça lui a pris quoi, de 58 à 62, vous voyez, c'est 4 ans où, par petites touches comme ça, il a réussi à expliquer, à ouvrir les yeux et les événements, en utilisant les événements, etc., pour que les gens arrivent à la conclusion qu'en fait, c'était pas possible, effectivement. Donc on peut... Bon, je veux bien qu'on se dise que l'Union européenne, c'est un peu l'Algérie en 58 et que les gens ne sont pas prêts à entendre ça, que ça leur fait peur et tout ça. Sachant que l'argument de la monnaie est quand même un argument évidemment très, très important en raison notamment du risque de fuite des capitaux si on s'avisait comme ça à brûle-pourpoint de sortir de l'euro et de rebattre monnaie. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que en fait, vous vous rendez compte que l'Union européenne, c'est un véritable carcan, c'est un carcan juridique, mais c'est aussi un carcan moral, psychologique, par rapport à penser l'avenir ou imaginer notre destin demain. Mais c'est vraiment... par quelque côté que vous tourniez, vous êtes bloqué par l'Union européenne. Donc j'entends bien qu'il y a cette question économique et monétaire qui n'est pas complètement à balayer, mais de toute façon, il faut au moins redonner un peu d'espoir. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui pose problème dans le programme et qui pose des problèmes même du temps où le Rassemblement national prétendait vouloir rompre avec l'Europe. C'est qu'il n'y avait pas de manière crédible disons, l'invention d'un avenir possible qui est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut faire advenir du neuf, en fait. Et personne ne fait ça. Il faut inventer et imaginer quelque chose qui n'existe pas. Parce que si ça existait, on y serait déjà, en fait, en réalité. Et ça, cet effort-là n'est absolument pas fait. Et donc, vous voyez, c'était déjà le cas alors qu'il voulait sortir de l'Europe. On ne voyait pas très bien où il voulait en venir. On ne voyait pas très bien quel chemin il voulait proposer au peuple français. Quel enthousiasme, est-ce qu'il y avait, disons, l'espoir de faire revenir, que la France redevienne elle-même? Pas vraiment, on restait dans un discours qui est quand même très, très, très plombé par de la négativité. Alors je veux bien, et je suis le premier à considérer qu'il faut vraiment regarder l'immigration en face et arrêter de se raconter des salades, parce que c'est effectivement très dangereux et la situation est très mauvaise. Mais on ne peut pas, si vous voulez... finalement, il y a une vérité de cet enthousiasme et de cet espoir. Si, même quand la situation était... D'ailleurs, on va revenir peut-être au général de Gaulle en 40, mais... je pense que les gens ne comprennent pas que le général de Gaulle en 40, il a pris son bâton de pèlerin, pas comme, si vous voulez, Don Quichotte pour se battre contre des moulins, pas du tout. En fait, c'était un calcul. Il était très réaliste. Il savait qu'il y avait une solution de sortie. Mieux que ça, il savait que de toute façon, très grande chance en tout cas pour que l'Allemagne perde la guerre. C'est pour ça qu'il y est allé.
C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas tricher avec ça. C'est-à-dire que soit vous pensez qu'il y a un avenir, il y a un chemin de crête, certes, il est difficile, il est compliqué, mais il existe, il est réaliste, il est dans la réalité, et si vous l'avez, vous pouvez le décrire et communiquer aux gens ce désir et cette envie de se projeter dans l'avenir. Si vous n'y croyez pas vous-même, bah, ça se sent. Et si vous n'avez rien d'autre à vendre aux Français que la critique, je dirais un peu vraiment en plus assez hargneuse et assez mauvaise de la classe dirigeante, que je ne vais pas défendre, hein. Je pense qu'ils sont les critiques et les flèches qu'envoient Mélenchon et Le Pen sont souvent justes, mais ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. C'est pas ce genre de sel qui peut faire se lever la patte. On a une génération de jeunes d'environ 20 ans qui n'a connu que l'euro. Quel message aimeriez-vous leur donner pour qu'ils se saisissent de cette pétition et se l'approprient ? Bah, je pense que les étudiants, je crois un peu les connaître, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pessimistes pour eux-mêmes. Cette jeune génération est pleine de ressources, pleine de vie. Bon, c'est toujours le propre de la jeunesse, hein, d'être optimiste. Mais en fait, certes, il y a des problèmes un peu de transmission culturelle sur l'écrit notamment et tout ça, c'est assez calamiteux. Mais pour le reste, ils gagnent vraiment à être connus. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de ressources, ils sont très intelligents, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils voient d'ailleurs le monde comme une espèce de grand terrain de jeu. Ils ont une sorte d'enthousiasme, un peu de la page blanche, tout est possible. Et tout n'est pas faux là-dedans. Et je pense que pour eux-mêmes, ils s'en sortent en général plutôt bien eux-mêmes, en tant qu'individus. Parce qu'on peut être heureux dans une époque malheureuse finalement. Mais il faudrait, je pense, de retenir deux discours. D'une part, il y a quand même une partie d'eux-mêmes, ça vit à l'intérieur d'eux, c'est pas très apparent, ils l'ont un peu oublié, parce qu'en fait, je répète, ils sont très enthousiastes, mais ils pensent et ils savent qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu dans la mondialisation et réussir leur vie, souvent d'ailleurs en s'expatriant, pas toujours, mais souvent en s'expatriant, en tout cas en travaillant, disons en faisant fi complètement des frontières, en se désintéressant plus ou moins d'ailleurs des enjeux politiques, etc. Donc ils vont réussir avec une optique finalement assez individuelle, ou en tout cas avec leur famille, leur réseau d'amis, etc. Bon, la dimension publique, disons politique, passe complètement à la trappe. Et en fait, je pense qu'ils ont quand même au fond d'eux-mêmes cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'appelle la France. Alors c'est un peu endormi. Souvent, ils ne veulent pas trop y penser, parce que ça peut être un peu douloureux aussi, en se disant, bon, finalement, ça appartient maintenant au passé. Et ça, je pense qu'il faut souffler dessus, parce que finalement, la France, c'est curieux, mais ça doit être quelque chose d'affectif, voire un peu est-ce que c'est un surmoi? Est-ce que c'est un rêve? En tout cas, c'est quelque chose que les Français, je pense, ont en eux, et même les jeunes générations. Simplement, il faut aller le réveiller. Voilà, ça c'est un angle d'attaque. Et l'autre angle d'attaque, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, l'humanité est ainsi faite que vous ne pouvez pas faire abstraction des rapports de force, en fait, et des rapports de pouvoir, et notamment de la violence comme phénomène historique. Donc, certes, nous n'avons plus en face de nous des États qui veulent nous attaquer, c'est sûr, encore que ça pourrait revenir avec la Chine, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, et donc la mondialisation paraît effectivement heureuse, en tout cas quand on a les moyens de ses ambitions et d'y vivre heureux. Par contre, la violence politique, elle ressurgit, elle est là, elle n'est pas très loin. Ils se rendent bien compte quand même qu'il y a des problèmes ces faits divers, tous ces faits divers pris isolément. Un tel a été massacré pour un regard de travers, un tel s'est fait poignarder, un tel s'est fait inonder d'essence, elle s'est brûlée vif, un tel, etc. Bon, ça c'est assez horrible, on n'a pas tellement envie de s'y intéresser d'ailleurs, il faut dire. Et puis ça a l'air comme ça de ne pas faire sens, c'est-à-dire que tous les jours il y a ces faits divers.
Mais enfin, ils sont quand même de plus en plus nombreux, de plus en plus atroces, je pense. Il faut être d'un égoïsme rare pour se boucher les yeux et les oreilles et ne pas comprendre que ces faits divers, jour après jour, c'est quand même une histoire en train de s'écrire, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. On ne choisit pas son ennemi, on ne choisit pas son histoire, on ne choisit pas son époque. Donc, peuvent se dire, bon, alors je vais aller dans un autre pays, là où les choses seront plus tranquilles, là où je risquerai pas d'être exposé à ce genre de violence, etc. Je voudrais leur dire aussi que il me semble que l'époque dans laquelle on rentre, c'est une époque où je ne suis pas certain qu'il y ait des endroits sur Terre où il reste finalement un ordre public. Je pense que le mécanisme dans lequel on est en train de rentrer, c'est un mécanisme un peu d'implosion. Contrairement, par exemple, à l'époque des temps barbares, où il y a quand même eu une espèce de phénomène d'effondrement, comme ça. Voilà, il y a eu des zones un peu protégées où la civilisation a pu renaître. Là, on est dans un moment très étrange historiquement où jamais l'homme a eu autant de puissance technologique, de puissance scientifique. Et ils ont cette sensation, grâce à la technologie notamment, mais pas seulement, de pouvoir vraiment faire plein de choses et d'avoir un pouvoir illimité. Seulement, je pense que là, vraiment, la paix n'est pas du tout garantie. Et elle n'est pas garantie pour des raisons internationales, mais pour des raisons internes. Et je pense que regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple. En Chine, on n'en parle pas trop, mais il y a quand même souvent des mouvements de révolte, etc. Enfin, un peu partout sur Terre, les États sont quand même devenus assez fragiles. Et l'ordre public pourrait un peu partout céder. Donc je pense que c'est de l'égoïsme bien compris pour eux de se rappeler qu'ils ne pourront pas vraiment vivre, prospérer, faire du business, être heureux, etc., si la dimension collective, en fait, si le monde n'est pas un peu plus juste qu'il n'est aujourd'hui. Et peut-être ils ont cette impression que c'est par l'environnement, ou la défense de l'environnement. Ce qu'il faudrait leur dire aussi, c'est que là aussi, il y a un piège. C'est un peu comme le piège de l'Union européenne, c'est-à-dire que comme l'environnement est un problème global, mondial, ça plaide pour que les solutions soient également mondiales ou globales par parallélisme des formes. Et donc, ça vise aussi à désarmer les États, à désarmer les peuples. Mais en réalité, si peut-être que la France ne peut pas grand-chose pour déjà cesser de dégrader, enfin améliorer l'environnement, mais il n'y a pas de volonté mondiale, en fait, ça n'existe pas. Donc si les États, ils sont prêts à accepter cette idée, je pense que si eux-mêmes ne font pas des efforts pour l'environnement à titre individuel, ou leur entreprise d'ailleurs ne fait pas d'efforts pour l'environnement, alors ça ne pourra pas se faire. Mais il faut qu'ils acceptent que les États, les nations sont des leviers extrêmement puissants, en fait.